Je m'appelle Aya Zissou, j'ai passé un bac scientifique option mathématiques. Ensuite, j'ai eu un DUG de maths appliquées de sciences sociales à la faculté de Versailles. À la suite de ça, j'ai fait une maîtrise de sciences de la décision pendant quelques mois parce que ça ne me plaisait plus, donc j'ai arrêté. Et ensuite, j'ai décidé de faire une année sabbatique, au grand désespoir de mes parents. Mais je les remercie en tout cas de m'avoir permis de le faire, puisque pendant cette année sabbatique, en fait, je me suis axée du côté artistique. Ma première passion, c'est la danse, c'est le hip-hop. Et j'ai voulu me lancer et essayer d'en faire mon métier. Donc je suis entrée dans une école de danse pendant 2 ans, où j'ai appris la danse classique, le contemporain, le jazz, un petit peu de claquettes, pas beaucoup, mais un petit peu. Pendant cette formation, en fait, j'ai pu être stagiaire et intégrer pas mal de contrats professionnels, professionnalisants, puisque j'étais stagiaire pendant ces 2 ans. J'ai fait des comédies musicales qui sont assez connues. J'ai travaillé pour des artistes nationaux et internationaux. J'ai fait des tournées internationales. Et ça, pendant 10 ans, j'étais donc intermittente de spectacle. Donc j'ai vécu de mon métier pendant 10 ans. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie vivre 1 an en Slovénie pour être professeur des écoles. Donc au début, c'était vraiment on m'avait engagée par rapport à mon métier artistique. Et en fait, sur place, il y a une institutrice qui était enceinte. Et donc, ils cherchaient un professeur sur place. J'ai passé des tests d'embauche et ça a fonctionné. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée dans, on va dire, la passion de la transmission. Et j'étais pas du tout titulaire, donc j'étais en ce qu'on appelle un contrat local, hein, ça veut dire que j'étais professeur à mi-temps et accompagnée, entourée par une équipe professionnelle. Au bout de cette année, je suis partie 5 ans à Madagascar. La première année, j'étais professeur des écoles contractuelles, toujours pas titulaire. Ensuite, bon, j'ai arrêté ce côté de la professionnalisation dans l'école et puis j'ai tenu un bar, en fait, restaurant. Qui mettait en place des événements en fait. Donc c'était pas du tout sur la capitale, c'était un petit peu en province et c'était des ambiances où les artistes locaux, des musiciens venaient sur scène pour jouer en fait. Et c'était assez sympa parce que les gens venaient pour s'amuser, pour danser. À la suite de ces 5 ans, je suis revenue en France. J'ai passé mon concours pour être professeur des écoles. Donc ça a marché et là j'ai été professeur des écoles pendant 5-6 ans et la première année ça a été très difficile et dès la première année j'ai décidé d'être remplaçante en fait, c'est-à-dire de remplacer les institutrices et les instituteurs qui étaient malades ou qui étaient absents. Et donc j'ai pu comme ça aller d'école en école et faire plusieurs niveaux. Donc j'ai travaillé de la petite section jusqu'à la CM2. Et donc, je voyais plein de classes, plein de formations, plein de méthodes différentes. Et je pense que ça a été une formation assez enrichissante. À la suite de ça, j'ai voulu, être professeur de mathématiques parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai passé mon CAPES. Et au moment où j'ai passé mon CAPES, en fait, je me suis dit que, je sais pas, j'avais comme un sentiment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas me sentir légitime. Enfin, j'ai eu une espèce de... je ne vais pas dire de révélation, mais j'avais un sentiment qu'il fallait que je construise en fait un peu plus mon identité pour m'affirmer dans ce dans quoi je voulais aller. Parce qu'en tant que professeur de mathématiques, quand j'allais dans la formation pour passer le CAPES, eh ben, j'avais un sentiment d'illégitimité. J'avais un sentiment, je pense que c'était un peu le syndrome de l'imposteur, je sais pas, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je construise mon identité. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis renseignée sur mon identité d'Africaine, même si mes parents m'ont toujours éduquée dans la communauté béninoise et qu'on avait une famille, une diaspora qu'on rencontrait régulièrement quand on était enfant et que je suis partie au pays avec mes parents aussi et mes frères et sœurs. Mais là, il y avait quelque chose que j'ai ressenti, je ne peux pas l'expliquer autrement, et donc je me suis renseignée sur mon histoire, ma culture, en tant que béninoise, mais aussi en tant qu'africaine. Et petit à petit, comme ça, je suis arrivée sur l'histoire de l'Égypte antique. Et petit à petit, j'ai découvert en fait quelque chose d'assez impressionnant. C'est très tardivement que j'ai appris tout ce que les Noirs avaient fait, non seulement dans la science, que ce soit pendant l'époque de l'Égypte antique, mais aussi les révélations que les mathématiques sont nées en Afrique noire,
notamment en suivant pas mal de vidéos de personnes qui sont très talentueuses, comme le professeur Omotunde, paix à son âme, que son cas soit fortifié. Et voilà, de fil en aiguille, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos, grâce à YouTube, j'ai été à la recherche comme ça de pas mal de connaissances. Et je suis arrivée à une conclusion qu'il y avait énormément de choses que je ne connaissais pas. Et plus j'avançais et plus les révélations étaient enrichissantes. Alors, il y a quelque chose d'assez atypique dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez fait un bac scientifique et vous vous êtes retrouvé danseuse. Comment est-ce que vous expliquez cela? Je me suis retrouvée dans... Comment est-ce que vous êtes retrouvée danseuse? Ah, danseuse! En fait, j'avais deux passions étant petite, c'est vraiment la danse et les mathématiques. Et du coup j'ai travaillé dans les mathématiques à l'école et j'ai été dans ce cursus-là pour passer mon bac. Et j'avais toujours la danse comme passion. Et comment je l'explique? Pas vraiment. Je l'explique pas vraiment, si ce n'est que je sais que quand j'étais en maternelle, j'avais un oncle qui était venu de béninois, qui était revenu de Russie et qui m'a fait découvrir les maths d'une manière assez atypique. En fait, il a pris une feuille de papier, un stylo, il a dessiné un bâton, il a fait un bâton plus un autre bâton, il m'a montré, il m'a dit voilà, un bâton plus un bâton, ça fait deux bâtons. Et je me rappelle de ce jour-là d'une manière assez intéressante parce que ça m'a marqué. Et je pense que c'est à ce moment-là où il m'a fait basculer dans le monde des mathématiques. Je pense que je devais avoir 4-5 ans. C'est une anecdote assez commune, mais en tout cas dont je me souviens, alors que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma maternelle. Donc je pense que c'est lui vraiment qui m'a donné la passion des mathématiques. Et la danse, ça je peux pas l'expliquer, mais c'est vrai que quand j'étais petite, je dansais tout le temps dans le salon et je me rappelle que ça agaçait beaucoup mes parents qui me demandaient de quitter entre le canapé et la télé parce que je les empêchais de regarder la télé. Donc moi je dansais sur le côté, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et du coup, assez rapidement, ma maman m'a inscrite dans des cours de danse municipaux à Trappes, en fait. Comment vos parents ont accueilli votre décision de faire de la danse, au lieu de continuer dans les mathématiques, dans les sciences? Comment ils ont accueilli ma décision de faire de la danse au lieu de continuer? Pas super bien, pas de manière très fluide. Je pense que j'ai des parents assez traditionnels qui, surtout en tant que béninois, généralement on dit que les béninois aiment beaucoup les études et les diplômes, mais je pense que quelque part ça doit rentrer un peu là-dedans, donc c'était pas quelque chose d'hyper joyeux pour eux, mais par contre c'est vrai qu'ils m'ont laissé faire. Je dis pas que ça s'est fait facilement, il y a eu des discussions, j'ai dû m'affirmer pour montrer que de toute façon c'était mon choix et que ça ne changerait pas, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions pour eux, beaucoup de d'incompréhension. Et puis finalement, ils m'ont laissé faire et je les en remercie. Le fait de savoir que les mathématiques sont nées en Afrique, qu'est-ce que cela vous procure? Qu'est-ce que cela crée en vous? Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi de savoir que les mathématiques étaient nées en Afrique noire? Ça a provoqué beaucoup d'étonnement et beaucoup de fierté et beaucoup de frustration. Je me suis dit que c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu entendre étant plus jeune. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a pas bloqué, mais en tout cas qui m'a empêché de m'épanouir à la vitesse à laquelle j'aurais dû m'épanouir. C'est-à-dire que c'est au moment où j'ai passé mon CAPES à 40 ans que je me suis dit ah ben, j'ai un sentiment où j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Et je ne dis pas que c'est les autres qui me l'ont renvoyé, je pense que ça pouvait pas partir aussi de moi. Et je pense que ce genre de phrase, de savoir que notre peuple a été un peuple de savants, c'est quelque chose qui maintenant me paraît évident, mais que j'ai découvert très tardivement dans ma vie et que j'espère que la jeunesse d'aujourd'hui découvrira beaucoup plus tôt. Je trouve que c'est très important en termes de construction personnelle, en termes d'affirmation de soi, en termes d'épanouissement et de développement. Je trouve que c'est très tard d'apprendre que c'est Latimer qui a inventé la première ampoule électrique, de se rendre compte comme ça qu'il y a énormément de découvertes qui ont été faites en Afrique noire, non seulement l'os d'Ishango, où on a vu que les premières traces d'algèbre et de mathématiques ont été découvertes sur des os qui datent de plus de 20 000 ans. Ça, c'est quelque chose pour moi qu'on devrait entendre quand on est noir, pas seulement, mais en tout cas prioritairement, quand on est noir, on devrait l'entendre très tôt dans sa vie. Je trouve que c'est primordial en fait. Surtout que quelque part, on traîne un complexe d'infériorité, conscient ou inconscient, quand on est noir et qu'on est en France. Et je pense que ça peut vraiment aider à se construire véritablement.
Et bizarrement, c'est à ce moment-là où quand j'ai voulu passer mon CAPES et que j'étais dans cette formation, où j'ai eu besoin de me sentir légitime et de m'affirmer, et je suis rentrée dans une espèce de recherche de moi, où j'ai voulu changer en fait de prénom. Ça me paraissait totalement incohérent d'avoir un prénom. Vous allez à la découverte de vos racines, vous allez à la découverte de votre histoire, et vous décidez de changer de prénom. Pas aussi rapidement. Mais disons que c'est quelque chose qui, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je vais pas vous dire, je me suis réveillée, je me suis dit tiens, je sais ce que je vais faire. C'est pas du tout ça. Mais c'est que petit à petit, il y avait ce prénom qui n'évoquait pas du tout mon histoire. Je n'ai pas d'ancêtre qui s'appelle Laetitia, même si c'est un très joli prénom et qu'il a une jolie signification. Et puis quand on arrive dans l'histoire et qu'on se rend compte de comment est-ce que ce prénom est arrivé en Afrique noire, subsaharienne ou Afrique noire, comment est-ce que la religion chrétienne est arrivée en Afrique, quand je me suis rendu compte de tout ça, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ce prénom, il est là parce qu'on nous a battus et combattus. Et il n'y a pas de raison que je porte un prénom qui ne retrace pas mon histoire. Et quand on fait des comparaisons, on arrive à prendre du recul et à se dire qu'on voit très peu de musulmans ou d'arabes qui ont des prénoms qui s'appellent Jean-François ou Marie. Et les Chinois, par exemple, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et je trouve qu'en tant que noir, on a des très jolis prénoms et l'identité passe beaucoup par le prénom. Quand on appelle son prénom, on appelle aussi, on n'appelle pas que son prénom en fait. Il y a toute une entité autour de son prénom. Et je pense que c'est important de pouvoir se rattacher à ça. Donc moi, j'ai pas inventé mon prénom. J'ai pris le prénom que mes parents m'avaient donné à la naissance, qui est le prénom qu'on donne aux filles qui sont nées le jeudi au Bénin. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu tout simplement remettre mon prénom africain sur ma carte d'identité française, que ce soit administratif et que ce soit officiel. C'était très important pour moi. Mais ça arrivait très tardivement. Et du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu un bouleversement pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent. À l'origine, vous êtes née? À l'origine, je suis née Laetitia. Et donc maintenant, j'ai mis mon prénom, c'est Aya. Donc normalement, le jeudi, les filles qui sont nées le jeudi, on les appelle Aya Bavi. Et du coup, moi, j'ai raccourci ça en Aya parce que je trouve que c'est quelque chose qui me correspond bien. Et je me suis renseignée sur la définition de ce nom. Et je me suis rendu compte qu'il avait une très belle définition. Et je pense que quand on a un nom, ce que signifie le nom est très important pour soi et pour son développement personnel. Alors, comment votre changement de nom a été apprécié dans votre milieu professionnel, dans votre environnement familial, dans vos relations amicales et autres? Alors, dans le milieu professionnel, les gens n'ont pas vraiment compris, c'était un peu difficile, mais heureusement, c'est arrivé au moment où j'étais à la fin de mon parcours de professeur des écoles. Donc, quand je suis arrivée un matin, et comme je vous ai dit que j'étais remplaçante, donc je changeais d'école régulièrement, donc là, c'était un peu plus facile pour moi d'arriver dans une école nouvelle où on me demandait « Ah ben, enchanté, tu t'appelles Laetitia ?» Et moi, je dis « Non, non, c'est pas Laetitia, c'est Aya. » Bon, les gens comprennent souvent que des fois, sur une pièce d'identité, il y a écrit un prénom et que la personne utilise un autre nom usuel. Donc là, des fois, il y a un petit peu d'incompréhension, mais ça pouvait passer. Dans mon cercle amical, j'ai prévenu les personnes que je voulais qu'on m'appelle Aya. Et généralement, les amis ont bien réagi parce que j'ai expliqué que c'était un nom qui, pour moi, avait une histoire et me représentait plus que Laetitia. Et généralement, les amis comprennent et sont assez empathiques par rapport à ça. Et puis, je veux dire, ils ont besoin que ça donne du sens. Et la raison que je leur ai donnée, j'ai l'impression que ça leur a parlé assez rapidement. Et puis, les amis aussi sont là pour épauler et pas pour juger. Et dans le cercle familial, il y a eu plusieurs réactions. Alors là, maintenant, tout le monde m'appelle Aya et c'est super, même ma maman. Finalement, c'est un peu aussi le nom qu'elle avait prévu pour moi, parce que, comme je vous ai dit, c'est Aya Bavi, donc ça ne l'a pas beaucoup choqué. Mais au début, dans la famille, ça passe un peu comme une lubie, en fait. Comme si je m'étais réveillée un matin et que j'avais voulu changer de prénom. Alors, c'est vrai qu'ils n'étaient pas au courant de tout le processus qu'il y a eu en moi et tout ce qui s'est passé pour que j'arrive à ce changement-là. Donc, au début, il y a eu des différentes réactions. Il y a certains membres de ma famille qui m'ont directement appelée Aya, très rapidement et d'une manière assez naturelle. Ce sont des membres de ma famille et si j'avais dit je veux qu'on m'appelle Jacqueline, ils m'auraient appelé Jacqueline. En fait, ils ne se posent pas de questions. À partir du moment où c'est ce que j'ai voulu, c'est ce qu'ils ont respecté.
Il y a d'autres membres de la famille qui ont mis un peu de temps et qui des fois m'appelaient Laetitia, des fois m'appelaient Aya. Et puis, il y en a certains qui ont un petit peu été réfractaires, mais finalement, une fois que j'ai eu mon papier en fait et que j'ai pu changer mon prénom sur ma carte d'identité, je pense que ça a beaucoup joué et que tous les courriers, tout ça, même ma boîte mail, c'est Aya Zissou, etc. Et bien finalement, maintenant, aujourd'hui, tout le monde m'appelle Aya. Quel est le message que vous voulez passer à travers ce changement de nom, de prénom? Ben, je pense que bon, c'est un message personnel. Moi, ça m'a permis aussi de me développer en tant que moi, c'est-à-dire que c'est toujours dans la quête de soi et de son identité et peut-être aussi accomplir la raison pour laquelle on est ici. Il y a aussi une raison culturelle, je pense que c'est important aussi parce que ben, ça fait appel à qui je suis en tant que béninoise. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est que s'il y a des personnes qui le ressentent et qui ont cette envie, j'aimerais leur dire que c'est possible, qu'il y a une démarche qui est faisable et qui n'est pas forcément très fluide, qui n'est pas très rapide, mais qui est faisable, c'est d'aller à la mairie et de se renseigner sur comment on fait pour changer son prénom. Ça demande un petit peu de preuves, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes de votre entourage qui écrivent, qui vous ont toujours appelé comme ça. Il faut que vous prouviez que vous avez une adresse, par exemple mail, avec ce nom-là. Donc moi, très rapidement, j'ai changé mon adresse mail. Voilà, c'est un processus qui met un peu de temps, qui c'est pas forcément hyper fluide, mais en tout cas, c'est faisable. Et moi, je trouve que c'est hyper satisfaisant en fait. Je regrette pas du tout d'avoir fait cette démarche. C'est quelque chose dont je suis fière et je remercie les personnes qui m'ont entourée et qui m'ont permis et qui m'ont soutenue dans cette démarche-là. Administrativement, ça a été compliqué, c'est-à-dire qu'il a fallu que, heureusement, j'avais un ami avocat et en fait, il m'a expliqué exactement ce que je devais écrire pour que ça passe et pour faire comprendre à l'administration que j'étais épaulée d'un avocat. C'est-à-dire que tant que j'ai pas eu un avocat, j'ai posé mon dossier, j'ai appelé, c'est parti à la préfecture, j'avais pas de suite. Au bout d'un moment, j'étais un peu exaspérée. Je suis partie voir un ami avocat qui m'a dit voilà, tu vas envoyer un mail, tu vas demander telle pièce et tu vas dire que tu es encadré, que tu es accompagné d'un avocat. Et effectivement, il avait raison et ça a été beaucoup plus rapide à ce moment-là. Je pense que c'est important d'avoir un prénom qui nous ressemble. En tout cas, si c'est la volonté que certaines personnes ressentent, ben, je les encourage vraiment à passer le pas. C'est quelque chose de plus que vivifiant. Merci beaucoup. Merci.